En juillet, les biches se regroupent avec leurs faons et gagnent les pâtures. Il faut reprendre des forces. Elles sont magnifiques, revêtues d'une robe rouge éclatante et lustrée, alors que les faons encore tachetés se prélassent et goûtent à l'herbe grasse de ces hauts pâturages. Le parfum des prairies se mêle à l'odeur subtile des biches. Cette odeur doucereuse et caractéristique qui subsiste encore longtemps après leur passage. Sur l'aire des aigles, trop loin, on aperçoit 2 aiglons qui attendent le retour des parents. Moment crucial où sans cesse il faut apporter de la nourriture. Notre planète abrite des millions d'espèces différentes, mais aucune ne pourrait survivre sans les autres. Prudence chez les marmottes. Les jeunes vont bientôt montrer leur nez, proie facile pour l'aigle ou le renard. Il fait chaud et les souilles sont très prisées, surtout par les jeunes. Soigner son épiderme et les piqûres d'insectes est vital. Certains cerfs se déplacent beaucoup, d'autres sont plutôt sédentaires s'ils ne sont pas trop dérangés. Mais les endroits choisis sont toujours proches des cours d'eau. Les formes parfaites en casque de Jupiter coiffent les belles agonites. Les animaux n'y touchent pas, ils savent qu'elles sont toxiques. L'été. Une joyeuse harde de bouquetins gambade dans les rocailles et les rhododendrons. Les cris en cascade des bartavelles ont trahi leur présence. Papa, maman et 9 jeunes. Mais il sera difficile de les voir de près. À découvert, une approche est inutile. Éboulis et pierriers sont leurs milieux de prédilection. C'est un bonheur de pouvoir observer ces magnifiques perdrix des montagnes. Le Hormat laisse entrevoir les strates de ces plissements géologiques.
et à l'est on admire les dentelures des Gastlosen. Chaque montagne est différente, comme chaque vallée et chaque pâturage, qui accueille une faune des plus variées. Les buissons de Verne masquent discrètement les biches au bain à plus de 2000 mètres d'altitude, sous l'œil du faucon cresserelle. Les biches sont très attentives. Si on veut les filmer de près, il faut être extrêmement discret, être à l'affût des heures avant leur venue. La chance me sourit, et je peux à quelques pas voir leur beauté en totale symbiose avec elles. Elles sont si belles parce qu'elles sont en liberté, là où encore subsiste la diversité florale. Je quitte ce magnifique tableau du Val Sorey sous le grand combat. Retour en plaine. Très difficile de croquer le loriot dans les grands peupliers. Le mâle, magnifique, en jaune et noir. Ici, le mâle de la pie-grièche écorcheur. La femelle nourrit déjà. Leur nid est bien dissimulé dans les ronciers. Un heureux retour, celui des huppes qui ont élu domicile dans la cavité naturelle d'un grand chêne. Dans le recreux de Fresnes, une grande biche essaye de faire diversion, car son fond est sans doute caché là. Je reste immobile. Une jeune martre. Et cet oiseau qui joue à cache-cache, le coucou charmeur. Il ne se montre que très peu vu ses intentions. Enchantement, mystère et sortilège.
Le pic noir s'affaire sur une vieille souche sous le regard de quelques créatures imaginaires. Et c'est au tour du pic-et-pêche. Ce n'est qu'au crépuscule que l'on peut observer le blaireau dont les mœurs ne sont que peu connues. Le toilettage est très important pour cet animal discret qui passe pratiquement toute la journée au fond de sa tanière. Après ces riches instants passés à quelques pas de cette tendre et touchante animalité, il est temps d'aller dormir, car demain, j'ai encore rendez-vous avec les bêtes. 6h30, elles sont là, dans cette lumière incertaine, mais juste ce qu'il faut. On peut vivre des moments intenses et palpitants à l'oreille des bois, où à l'enfance on lisait déjà la nature en direct. Je savoure aujourd'hui cette chance d'être né à la campagne. L'émerveillement et la curiosité habitent toujours mon esprit. Ces animaux qui ont précédé l'humanité devraient aujourd'hui pouvoir compter sur ces hommes pour la sauvegarde de leur espèce ainsi que leur milieu naturel. Ils sont si près de moi. Maintenir le sanglier en forêt, c'est reboiser avec des chênes. Hélas, depuis longtemps, les épicéas ont pris leur place dans nos forêts. Encore une fois, la beauté sauvage fait palpiter mon cœur. Les chevreuils affectionnent les prairies, leur milieu d'origine. Grands yeux, brillants de noir, les vrais fauves. Le mâle est très actif en juillette. Ce sont les prémices des amours. Le brocard est encore timide face à la belle que voilà, mais rien ne presse de la courtiser.
Quant à ce jeune chevrillard, sa seule préoccupation pour l'instant, c'est goûter aux herbages. Il reste sensible comme tout animal sauvage à la moindre odeur et au moindre bruit. C'est un magnifique bouquin sécurisé par les herbes hautes qui n'a aucune intention de déguerpir car il tient au chaud sa partenaire. La terre soupire après l'ondée. La ronde des saisons nous amène au cœur de l'été. Sur les hautes pentes escarpées dominant le val d'Entremont, biches et daguets savourent les feuillages d'aunes et tiges de grandes gentianes. D'instinct grégaire, ces grands animaux sont très solidaires, respectant de façon irréprochable la hiérarchie établie. Jusqu'aux amours, les grands mâles restent à part. C'est en grimpant dans quelques inaccessibles milieux de roches et de troncs enchevêtrés que j'ai la chance de les rencontrer. De la chance il en faut, oui, pour entrevoir la beauté sauvage. C'est sur la fin juillet, début août, que ce tissu appelé velours va sécher et tomber, laissant apparaître une nouvelle ramure prête pour les prochains combats. Septembre déjà. La menthe religieuse, c'est le moment où elle va pondre ses œufs. Place maintenant aux fruits et aux fleurs d'automne, troène, gentiane allemande, gentiane pneumonante, pan du jour sur la scabieuse. C'est le temps de la maturité et de l'œuvre accomplie où toute graine va s'envoler, tomber et s'enfouir dans le sol pour la continuité. Viorne et épine vinette. Aubépine et sorbier vont contribuer à nourrir leurs hôtes. Grives, laireaux, muscardins et loirs.
Dans le noisetier, le pic-à-pêche a improvisé une forge où il peut briser la coque des noisettes pour en extraire le fruit. Sous le souffle chaud de ces débuts d'automne, les gousses du hêtre s'ouvrent et libèrent une abondante fenée. En moyenne montagne, tout comme en plaine, les cerfs apprécient le fruit du hêtre, et également celui du chêne. Tout aussi prometteuse, la glandée arrive à maturité. Les premiers glands qui tombent attirent chevreuil et cerf, mais ce dernier, très craintif, préfère attendre la nuit. Ces précieux chênes que l'homme doit s'efforcer de sauvegarder donnent nourriture à un grand nombre d'oiseaux, de petits et grands mammifères. Autant que l'homme, l'animal règne sur les forêts, l'espace et le temps. Une sylve riche en diversité et nourricière sera la meilleure façon de maintenir la grande faune en son sein. Quelques brames timides se font écho sous les futaies des forêts de plaine. Il est vrai que les cerfs qui sont en marge de la civilisation sont un peu sous pression et plus silencieux. Mais voilà un décor qui ne manque pas de prestance. Dans ces milieux, les rencontres avec le sanglier sont fréquentes. Les brames se font déjà bien entendre dans les grandes forêts du Jura. Les cerfs viennent de loin pour rejoindre les biches où chacun retrouve sa place, qu'il va défendre en marquant son territoire et donnant de la voix. La préparation aux amours passe par le bain de boue qui prend une importance particulière.
toute cette activité surprend la jolie chouette de Tegmalm. Certains jours, les brames se font moins entendre et la forêt retrouve son calme. Ces landes parfumées et embrumées évoquent en plus modeste les forêts nordiques, colorées par les buissons d'érel et de myrtille. Les premières heures de l'automne libèrent l'odeur du feuillage qui arrive à maturation, ainsi que celle des champignons qui se colorent comme le cerf rouge. Savez-vous que le cerf n'hésite pas à croquer la manite tumouche ? De plus en plus, les grandes forêts résonnent des appels répétés des cerfs, brames puissants qui déchirent les brumes des sous-bois. Les plus jeunes essayent de s'intégrer dans les harems. Les premiers rayons de l'astre illumine les futaies de hêtres, et tout à coup, sortant des taillis, un douce corps surgit devant moi. Son cri rauque, qui résonne à plusieurs kilomètres, sera le défi lancé à ses rivaux, et en même temps un appel. Avec un peu de chance, on peut rencontrer les plus beaux cerfs qui restent invisibles la plupart du temps. Ce magnifique mâle veut être aussi le roi. N'est-il pas l'hôte le plus imposant de la forêt ? Le moment est venu pour lui de remettre en jeu son rang et sa noblesse. Mais il ne sera pas un roi fainéant. Il va se dépenser sans réserve, batailler, se souiller plus qu'à l'accoutumée. Il lui faut une vitalité extraordinaire pour préparer le rut et pouvoir mesurer sa force face à ses rivaux, en gardant assez d'énergie pour courtiser les femelles qui ne sont réceptives que pendant une très courte durée. Ainsi, ces magnifiques créatures nous livrent un peu les mystères de leur vie intime à cette période de reproduction. Mais là, ce douce corps reste sans voix, face à une trop jeune bichette un peu effarouchée. Le cerf ne paraît jamais fatigué, et la vaillance en amour le pousse quelquefois jusqu'aux provocations et inévitables combats qui peuvent parfois avoir une issue dramatique.
Trop de cerfs, dit-on, mis à mal de nos forêts, péril pour les habitants de montagne, qui n'auront plus suffisamment de protection contre les avalanches. C'est peut-être pourquoi, dans certains cantons, la régulation se fait pendant le brame. Vu que leur viande n'est même pas bonne à la consommation, on aimerait comprendre. Très haut, près du Saint-Bernard, les beaux jours se prolongent et les températures agréables donnent un peu de répit aux biches qui en profitent pour faire un brin de toilette. Tous ces instants volés ne font que renforcer ma passion pour cette nature et cette beauté dans sa parfaite harmonie. De rouge et de noir, le Vulcain amiral. Semblable à de petits perroquets, les becs croisés. En haute montagne, à plus de 2000 mètres, le Ruth des Cerfs bat son plein. Ignorant toute fatigue, certains sujets font preuve d'une impétuosité sans borne, frappant à grands coups d'andouiller les branchages ou le sol, ne s'accordant aucun répit.
Jusqu'à la nuit, les passions s'accomplissent sous les feux bleus des clairs d'étoiles et de lune. Au matin, les forêts de mélèzes enveloppées d'un manteau de brume libèrent les odeurs fortes des serres qui se mêlent au parfum des sous-bois. Les arbres renvoient par écho les derniers brames qui s'essoufflent. Les amours d'octobre vont bientôt prendre fin et les cerfs observent une pause. La grande douceur qui subsiste permet de refleurir le rhododendron. Mais sur cette fin d'automne, les jours s'égrènent très vite. Et sur le Jura s'activent les premiers frimas, cornant l'approche de novembre. Les forêts de plaine intensifient leurs couleurs. Encore une fois, il est important d'affirmer son rang et sa force pour former un harem. Sur une magique palette, l'arrière-automne nous offre ses dernières couleurs et rêveries trompeuses, parures éphémères qui bientôt vont disparaître sous les tapis de feuilles mortes. Novembre. Les jours raccourcissent alors que les ombres s'allongent.
Une ronde des saisons qui nous invite une ultime fois sur les hauteurs des montagnes valaisannes, où un dernier coq chante son amour d'arrière-automne. Où les dernières hardes savourent la douceur d'un été indien. Mais ici, à 2500 mètres d'altitude, la nature va se mettre en veille. Dans le silence feutré de la neige, un jeune cerf s'est arrêté. Il hésite, puis reprend sa marche. Jette un regard au-delà des écharpes de brume. Le Baudicor sait que la ronde des saisons ne s'arrête pas là. Pour moi, cette ultime rencontre n'est qu'un au revoir. Après ces 4 années de tournage et de passion que la nature m'a apportées, je reste conscient que je n'ai fait qu'effleurer la beauté de la terre, de la vie sauvage et de la création. Mais tous ces moments d'évasion ont contribué à maintenir vivante en moi la flamme qui habite mon cœur.